Conformément au règlement 108.2 du règlement et de la motion adoptée le 16 septembre 2025, le comité reprend son étude sur le système d'immigration canadien. C'est notre 15e réunion sur cette étude. Et pour cette première heure, on se concentre sur le rapport de 2026 de la vérificatrice générale concernant les réformes du programme des étudiants étrangers. J'aimerais accueillir chaleureusement nos deux témoins. Nous avons l'honorable Lena Metledge-Diable, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Nous avons aussi notre presque nouveau sous-ministre Ted Gallivan du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration. Bienvenue chaleureusement à vous deux. Madame la ministre, vous avez 5 minutes pour vos propos d'ouverture et votre temps commence maintenant. Merci Madame la Présidente, merci chers collègues, bonjour. Nous sommes ici pour discuter du programme des étudiants étrangers et du rapport de la vérificatrice générale. Comme je l'ai dit la dernière fois que j'ai comparu à ce comité, nous accueillons le rapport de la vérificatrice générale sur le programme des étudiants étrangers et le fait qu'il doit faire l'objet d'une plus grande surveillance. Le rapport porte sur une période qui s'établit sur la première année. Il y avait un plan de réforme de la première année qui avait été mis en place par le département. Au cours des dernières années de notre réforme multi-année pour renforcer l'intégrité du programme, bénéficieront des recommandations de la vérificatrice. Le rapport fait état de quelques améliorations importantes. Il a montré que le niveau de nouveaux arrivants a baissé de plus de 60% en 2025, que le système de vérification des lettres d'acceptation permet d'éviter les fraudes, que l'annulation du volet direct pour les études, qui était une source importante d'activités frauduleuses, a été très efficace. Toutefois, les questions soulevées par la vérificatrice générale sont préoccupantes et sont prises au sérieux. Les agents sont tenus de signaler tout cas suspect de fraude potentielle et de mener une enquête et d'en faire des états. Nos équipes examineront tous les cas du programme signalé dans le rapport d'ici la fin 2026. Tous ceux qui ont présenté des documents frauduleux de par le passé auront un dossier. Cela affectera les décisions futures relatives à l'immigration. Des permis d'études. Nous avons mis en place un modèle d'analyse avancé pour trier les prolongations de permis et les attribuer en fonction du profil de risque. Dans le cas des personnes associées au volet direct pour les études, les prolongations font l'objet d'un examen plus approfondi. D'ici l'automne, nous devrions avoir terminé notre audit des prolongations des permis mentionnés dans le rapport. Recognizing the improvements were made. Reconnaissant les améliorations que nous avons apportées et la nécessité de poursuivre le travail, je souhaite préciser les cas signalés comme susceptibles de ne pas respecter les conditions dans le rapport de la vérificatrice générale. Les établissements d'enseignement ont signalé 153 000 cas de non-conformité potentiels. Nous avons depuis ventilé ce chiffre. La plupart des cas, 78%, ont été classés. Les étudiants étaient en règle, avaient été transférés dans un autre établissement d'enseignement où s'était inscrit un autre volet. Pour les 22% restants, on suppose que les étudiants ont quitté le pays, mais on peut être prolongé leur séjour au-delà de la période de validité de leur permis. Pour éviter que ce problème se répète, nous nous penchons sur un processus permettant de déterminer si les étudiants dont le permis expiré et qui n'ont pas d'autres demandes en cours ont quitté le Canada. ASFC à prendre d'éventuelles mesures d'application de la loi. Là encore, nous prévoyons de mettre en œuvre ce système d'ici la fin de l'année. Nous assurons également le suivi de l'ensemble des cas signalés. Nous poursuivons nos consultations régulières avec nos partenaires, y compris les provinces et les territoires, sur les attributions du programme. Cela permet de garantir que les provinces et les territoires disposent de la souplesse nécessaire pour tenir compte des besoins et des priorités de leur marché du travail par rapport au permis, ainsi que des capacités des institutions et des collectivités
So the bottom line is by the end of this year, we will review. En fin de compte, d'ici la fin de l'année, nous allons examiner tous les cas signalés par la vérificatrice générale. Nous allons avoir ajouté des mesures pour renforcer l'intégrité du programme et nous restons en bonne voie de mener à bien les réformes prévues sur 4 ans. Merci. Merci, Madame la ministre. Et merci d'avoir respecté vos 5 minutes, parce que je veux que l'on puisse poser le plus de questions possible dans le peu de temps que nous avons aujourd'hui. Nous allons commencer avec la première ronde pour 6 minutes. Monsieur Redekup. Merci, Madame la Présidente. Merci à Madame la Ministre et Monsieur le Sous-ministre d'être là. Ça fait 6 semaines depuis que la vérificatrice générale a déposé son rapport. En parlant de la fraude, des fraudeurs à qui vous avez permis d'entrer dans le pays, combien d'entre eux se trouvent toujours sur notre territoire? Merci, Monsieur Redekup, pour la question. En ce qui a trait aux 800, ce que je peux vous dire, c'est que l'IRCC a établi le processus que toute personne qui a fait de fausses déclarations est identifiée et déportée. Je vais vous interrompre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, je comprends qu'il y a un processus en place, que vous l'avez établi dans le plan, mais en termes de personnes, parce que c'est une chose d'avoir le processus, mais en termes de personnes, combien de ces personnes sont encore sur le territoire? Je n'ai pas l'information, en fait. Combien de ces 800 fraudeurs ont fait une demande d'asile? Nous avons le chiffre, mais je ne l'ai pas ici. Alors, vous l'avez, est-ce que vous pourriez l'envoyer au comité? Nous savons que 14% du 153 000 total ont fait des demandes d'asile. C'est différent du 800 fraudeurs, mais bon. Selon les 800 fraudeurs, connaissez-vous leur remplacement actuellement? D'ici la fin de l'année, le ministère a un plan d'action qui a déjà été envoyé au comité. Mes fonctionnaires pourront vous en parler. Et il y a aussi beaucoup de progrès qui est fait pour s'assurer que l'on travaille en collaboration avec la SFC de façon beaucoup plus près. Donc actuellement, vous ne savez pas où se trouvent ces 800 personnes, ces 800 fraudeurs. C'est quelque chose qui sera fait à l'avenir, d'accord. Le paragraphe 64 du rapport parle des 39 500 personnes qui ne devraient plus être au Canada actuellement. Combien d'entre eux ont toujours un permis valide? 22%, c'est 33 000, c'est le chiffre qui nous a été signalé, dont les visas sont expirés. On parle de quelque chose de différent ici. C'est le problème avec la SFC, ceux qui ont perdu leur statut et devaient être expulsés. C'est 39 500 personnes, selon le rapport de la vérificatrice générale. Est-ce que vous savez s'ils ont encore des permis valides? Je n'ai pas ces renseignements. Savez-vous combien d'entre eux ont demandé asile? Nous savons que 14% du 153 000 ont demandé l'asile. Oui, mais c'est un chiffre différent. Moi, je vous parle... D'accord, je vois qu'il y a confusion. Il y a beaucoup de problèmes entre la SFC et l'IRCC, parce que l'IRCC ne communique pas de façon appropriée. Combien de ces 39 000 personnes, signalées par la vérificatrice générale, la vérificatrice a dû travailler avec vous parce que vous ne connaissez pas le statut de ces personnes. Votre ministère croyait qu'ils avaient quitté, mais la SFC a confirmé que non. Alors croyez-vous qu'ils ont quitté de façon volontaire? Est-ce que je peux demander aux fonctionnaires de répondre? Oui, s'il vous plaît, Monsieur McGallivant. Si vous avez ces chiffres, pourriez-vous nous les envoyer? Je ne l'ai pas avec moi, c'est certain. Pouvez-vous localiser ces 39 500 personnes? Il y a du travail qui est fait avec le ministère et avec la SFC afin de clarifier ce qui se passe avec le plan. Il y a aussi le processus qui vise à étudier les entrées et les sorties, non seulement des étudiants, mais de tout résident temporaire. Pourriez-vous nous envoyer dans les 3 semaines ces chiffres pour les 39 500 personnes et les 33 000 que je viens de vous mentionner? Oui, nous vous enverrons les détails. Alors, pour les protocoles, avec la SFC, qu'est-ce que vous faites pour vous assurer qu'il y a une irrecevabilité pour les gens qui font une déclaration frauduleuse? Il y a eu beaucoup de communication entre
l'IRCC et la SFC. Est-ce qu'il y a un protocole avec lequel vous vous êtes mis d'accord? Si vous voulez les renseignements, je peux demander aux fonctionnaires de vous les envoyer. Sur la vérification de sécurité, la gestion des entrées et des sorties, les discussions que nous avons avec la SFC, nous attendons que ça arrive à terme. Et il y a eu des discussions détaillées et je crois que l'on comprend en détail. Je vais donner le reste de mon temps à mon collègue. Pour les 21 420 représente ce que vous avez identifié, le nombre que vous avez identifié. Alors, savez-vous combien de ces personnes restent dans les nouveaux hôtels qui ont été achetés par le gouvernement, qui ont été financés par le gouvernement? Nous n'avons pas d'hôtel. L'IRCC ne possède pas d'hôtel. Oui, mais à Pickering et à Ottawa, des hôtels ont été financés par le gouvernement. C'était plus de 40 000 $ qui ont été, de millions de dollars, pardon, qui ont été donnés en financement. Alors, connaissez-vous combien le chiffre de demandeurs d'asile qui se retrouvent logés dans ces hôtels? IRCC a donné un financement à d'autres ministères. Il y a des discussions sur la façon dont cet argent est utilisé. De par mon témoignage précédent, nous avons fourni un financement. Désolée, je n'ai pas de temps. Monsieur Davies, Monsieur Gallivan, vous n'avez plus de temps. 6 minutes, Madame Soli. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Sous-ministre, merci d'être ici. Madame la Ministre, j'ai 2 questions. Tout d'abord, je comprends que l'IRCC a préparé une réponse au rapport de la vérificatrice générale et je sais que vous en avez parlé dans vos propos d'ouverture. Pourriez-vous nous dire quelle sera cette réponse et quelle forme elle prendra? Merci, Madame la députée, j'apprécie votre question. Comme nous le savons, le rapport de la vérificatrice générale sur le programme d'étudiants étrangers a mis à la lumière des éléments qui sont très positifs et maintenant on parle des éléments qui étaient plutôt négatifs. Nous aussi voulons lutter contre la fraude et il est important pour nous d'avoir une surveillance forte de nos programmes, non seulement de nos programmes étudiants, mais de tous les volets que nous gérons. En termes de réformes qui ont été déposées en 2023, à la fin de 2023, nous avons confiance que le système a déjà réduit le volume général et nous avons renforcé le processus de vérification avec le processus de l'aide d'acceptation qui est envoyé à l'IRCC par les établissements d'éducation. Nous avons éliminé aussi le volet d'accès direct pour les étudiants qui causait le plus de problèmes. Et ça, c'était pour renforcer le programme. Nous avons aussi mis en place un plan d'action qui a été partagé publiquement. Et je crois que le sous-ministre en a parlé lorsqu'il a comparu à un autre comité, ou ce comité-ci, je ne sais pas lequel c'était. Et je lui demanderai d'élaborer un peu plus sur ce côté. Pour revenir sur les chiffres, ce sont des symptômes du fait que l'IRCC n'a pas géré un régime d'accès et de sortie. Alors, dans le plan d'action que nous mettons en place, nous tentons d'avoir un indicatif, à savoir si les gens sont au pays ou non. Alors, ces chiffres sont un symptôme du fait que l'IRCC n'avait pas un plan de match, ni l'intention de gérer le départ de ceux qui avaient des visas expirés. Nous avons maintenant pris la responsabilité de cette gestion. Nous lançons un projet pilote dès le mois prochain. Nous verrons quelles techniques fonctionnent, quand est-ce qu'il faut intervenir auprès des étudiants. Nous avons aussi la responsabilité d'élargir ce processus, que ce soit avec les visas de travail ou les visas d'études. C'est donc un changement de situation pour nous. Les Canadiens ont des inquiétudes sur le fait que nous ne savons pas qui se trouve au pays. Alors, nous travaillons de cette perspective et de la perspective de gestion afin que ce soit mieux géré, justement. Merci pour votre réponse. On a aussi entendu parler des 153 000 étudiants plusieurs fois, certains qui ont un visa non conforme. Qu'est-ce qu'on sait de ce groupe? Et sont-ils vraiment des cas de non-conformité?
Je sais qu'on en a parlé un peu au cours de la première question, mais j'aimerais prendre un peu plus de temps pour vous donner des détails. Sur les 153 000 cas qui ont été examinés et ont été signalés comme étant potentiellement non conformes, de ces 153, on a déterminé que 64% avaient toujours un statut valide au Canada. 14% avaient soumis une demande d'asile, comme je l'ai dit, et n'étaient plus sujets aux mesures de conformité pour les étudiants, et c'est la raison pour laquelle le plan avec le C12 a été déposé, ce qui pourra répondre à ce problème et amener une meilleure conformité de nos frontières. 78% ont été identifiés qui ne nécessitaient pas de suivi dit de 2023 à 2024. Alors, pour le 22% qui demeure, c'est le 33 000 à peu près dont le statut avait expiré. Certains d'entre eux auraient quitté le pays, nous n'avons pas le chiffre précis. Certains sont peut-être encore au Canada sans avoir demandé de nouveaux permis, mais parce que nous ne connaissons pas les détails de la situation, le 22% restant, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une initiative pilote qui sera le début d'un système de sortie qui inclut les étudiants internationaux, mais tous les résidents temporaires. Et le sous-ministre pourra élaborer. Vous avez une minute. Il y a eu beaucoup de questions à savoir si le Canada devrait avoir un système d'entrée et de sortie. Alors, ce qui est en cours, c'est de ficeler cette information pour que les deux organismes aient vraiment une image en temps réel de qui se trouve au pays ou non. C'est un aspect clé de ce plan. Et le travail de communiquer avec les gens et de s'assurer qu'ils quittent le pays lorsque leur visa expire. 20 secondes, alors je vais dire merci. Merci, Mme Sodi, merci, M. Gallivan et Mme la ministre. Pour 6 minutes. Ça commence maintenant. Monsieur Deschênes, you are muted. Je suis vraiment désolé, c'est une erreur de débutant. Alors, bonjour Madame la Présidente, bonjour tout le monde, bonjour Madame la Ministre, merci d'être là. Je vais revenir sur les 153 000. Je suis un peu impressionné parce que ce qu'on voyait dans le rapport de la vérificatrice générale, c'est qu'on faisait à peu près 2000 enquêtes par année. Et là, si je vous comprends bien, Madame la Ministre, c'est que vous avez pu vérifier les 153 000 cas. Oui, merci beaucoup pour ces questions qui est relevée de les 153 000 cas non conformes. Permettez-moi de vous donner un peu un examen sur... Il y avait 3 cohortes d'étudiants dans les 153 000 qui est non conforme. 64% d'entre eux ont toujours un statut valide au Canada. Et on sait que 14% d'entre eux ont soumis une demande d'asile. Alors, le 54 et 14, c'est 78% des cas n'exigent plus un suivi dans le programme. Alors, il reste les 22% que l'IRCC a travaillé avec le département pour faire un suivi lié au programme de conformité pour déterminer si ils ont quitté le Canada ou ils restent sur ces pays. Et si vous permettez-moi, mon sous-ministre est ici pour vous donner un peu de détails sur ce pilote projet. Madame la Présidente, qu'est-ce que je dirais? C'est le travail aurait dû être fait quand le BVG est arrivé. Alors, nous aurions dû avoir cette réponse pour expliquer que pour beaucoup d'étudiants, ils ont changé d'institution scolaire. Nous aurions dû vérifier ce fait et nous aurions dû avoir ce chef dans son temps opportun. Alors, pour expliquer ou allumer la discussion,
beaucoup de ces étapes, c'était pour éliminer des dossiers où c'était un manque de paperasse. Mais là, on reste au cru où il y a des vrais dossiers qui devraient être enquêtés. Et pour un peu parler du 2000, notre intention, c'est d'enquêter tous les cas de fraude. Il ne devrait pas avoir une limite artificielle sur les dossiers qui sont bel et bien des dossiers de fraude ou des dossiers où les gens restent après l'expiration de leur visa. Alors, il devrait y avoir une meilleure gestion du chiffre brut et une action plus agressive sur les chiffres qui sont vraiment inobservables. Merci, M. Gallivan. Madame Diab, je veux quand même revenir parce que les 153 000 ont été identifiés comme comportant des non-conformités potentielles. Et là, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a 64% là, de ces cas-là qui ont des statuts de permis d'études toujours valides. Mais la question que je vous pose, c'est pas ça. Sur les 153 000, est-ce que vous avez pu, combien vous avez pu vraiment enquêter pour vérifier s'il y avait, oui ou non, une non-conformité? Alors, tous les 553 000 ont été investigués et d'ici de la fin de 2026, tous ces cas sont va investiguer. C'est par cette raison qu'on a le plan d'action, qu'on examine les dossiers présentés dans le rapport. Merci, Mme Diab. Donc, vous êtes parvenu à vérifier les 153 000 au courant là, des 3 dernières semaines. Juste une clarification, Madame la Présidente. On a éliminé comme préoccupation le 70% que le ministre mentionne, mais on demeure avec un 22% qui ont besoin d'efforts additionnels. Ce nombre va être réduit parce qu'on va confirmer le départ d'un certain pourcentage. Et là, il va y avoir un nombre réduit où le vrai travail commence. Et il va falloir initier des enquêtes et des renvois. Bon, mais c'est ce que, M. Gallivan, donc sur les 153 000, là, quand vous dites on considère qu'il y en a 64% qui ont des statuts valides, est-ce que vous avez fait des vérifications à savoir si les étudiants respectaient leurs conditions? Oui? Nous avons confirmé au niveau qu'ils sont bel et bien des étudiants enregistrés. D'autres éléments, dont le seuil financier, etc., je ne pourrais pas m'avancer, mais nous avons bel et bien confirmé qu'ils ont un statut valide comme étudiants à ce pays. Mais avez-vous vérifié s'il y avait une non-conformité entre parce que je comprends qu'ils peuvent avoir un permis d'études, mais ne pas respecter les conditions. C'est ça, dans le fond, que la vérificatrice vous soumettait. Est-ce que ça, vous avez pu vérifier ça? Je pense qu'au stade où on est rendu, nous avons confirmé sur une passe initiale qu'ils sont bel et bien des étudiants avec un visa légitime. Mais la question que vous posez, est-ce que notre agence devrait suivre, faire certain que les conditions sont respectées? C'est une autre piste à développer où nous prenons engagement à plus fréquemment vérifier la conformité avec le visa lors de le statut au Canada. C'est quelque chose qui n'était pas fait extensivement, c'était plus par exception. Alors, nous prenons engagement à être plus proactif pour confirmer la conformité avec les conditions d'un visa une fois émis. Donc, vous avez identifié les cas, mais vous n'avez pas vérifié s'ils étaient vraiment en conformité avec les conditions de permis. Encore la réponse. La première passe, c'était de mettre le 153 000 dans des paquets. Est-ce qu'ils ont un visa? Est-ce qu'il y a plus d'enquêtes nécessaires? Alors, je dirais, on est encore en train de faire le tri. Thank you, Mr. Gallivan. I'm very sorry to cut you off. I am being strict on time today. Je suis désolée, je dois vous couper la parole. That ends our first round. We now begin our... C'était le premier tour pour les questions. On va passer au deuxième tour. Monsieur Megakis, à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci aux deux témoins d'être ici avec nous. Madame la Ministre, le rapport de la vérificatrice générale a mentionné des enjeux majeurs. Donc, on a parlé des 153 000. Combien de ces 153 000 font partie d'organisations terroristes telles que les Gardiens de la Révolution? Alors, si j'ai bien compris, aucun. Donc, vous les avez rencontrés, vous avez fait la vérification des antécédents. Sur les 153 000, 78% ont déjà été
ont déjà été éliminés parce qu'on sait qu'ils ont un statut valide. Et 14%, comme je le disais, ont aussi fait une demande d'asile. Donc maintenant, on a 22% qui nous restent. Et il faut déterminer est-ce qu'ils ont quitté le pays ou non. Alors le 23 mars, la vérificatrice générale nous dit qu'il y a 153 000 personnes concernées en quelques temps, en un mois, quelques mois. On dirait que le problème a été résolu, alors qu'il y a encore plusieurs milliers de personnes. Et il y a des gens qui se retrouvent dans nos collectivités. Mais j'ai encore une question, donc je n'ai pas fini. Monsieur Gallivan a comparu devant nous. Il a dit qu'il n'y avait pas de système en place pour vérifier les sorties et entrées. Pourquoi? Votre gouvernement, ça fait 11 ans, c'est la 11e année que vous avez donc ce mandat-là pour l'immigration. Pourquoi est-ce que vous n'aviez aucun système pour surveiller les entrées et sorties? C'est une bonne question. Je me pose d'ailleurs cette question aussi. Mais c'est l'état de fait ici au Canada. Il n'y a jamais eu ce type de système dans l'histoire du Canada. Et je suis d'accord avec vous, on devrait avoir un tel système et c'est ce qu'on essaie de mettre en place. C'est la bonne nouvelle. Je suis d'accord avec vous. On a fait entrer ici des millions de personnes sans aucun contrôle, aucun suivi, aucune façon de déterminer est-ce qu'ils ont quitté le pays ou qui est entré. Oui, c'est un échec majeur des 11 dernières années. Je vais donner mon temps à M. Ho. Madame la ministre, il y a eu, donc sur tous les permis expirés, 39 500 personnes semblaient ne pas avoir de statut. Où se trouvent ces personnes? C'est pour cela qu'on a mis en œuvre les mesures qu'on a pour déterminer dans chaque cas où se trouvent ces personnes. Donc pour les personnes qui ont quitté le pays et sont parties, pour les personnes qui sont restées ici, on va mettre une alerte à leur dossier avec la SFC et IRCC et il y aura donc des mesures de renvoi et si jamais ils refont une demande, ce sera affiché. Ils ne seront interdits de territoire pendant 5 ans. Bon, donc en gros, il n'y avait pas de suivi du tout. Sur le 30 000 personnes environ, combien de personnes sont restées ici au Canada? Est-ce qu'il y a pour ces personnes-là des liens avec des organisations terroristes? Madame la Présidente, si vous me permettez, ces demandeurs font face à une vérification des antécédents. Même si ce n'est pas parfait, ça s'applique à toutes les personnes qui arrivent au Canada. Donc, si ce système est efficace, il faut savoir qu'il y a ces mesures de contrôle en place. Je n'ai pas eu la réponse de la part d'un ministre. Reposez votre question, s'il vous plaît. Sur les 33 000 personnes, sur ces personnes-là, ces personnes sont liées à une organisation terroriste. Et il y a eu des vérifications des antécédents avant d'arriver au Canada. Donc, votre ministère a utilisé une approche souple alors que la vérificatrice générale a dit il y a quelques semaines ça n'aurait pas dû être utilisé pour des profils à haut risque. Il y a beaucoup de contrôles qui sont en place au sein de notre système d'immigration avant l'arrivée, à l'arrivée sur le territoire et lorsqu'ils sont à la frontière. Mais donc ce système de contrôle, il fonctionne? Oui, il fonctionne. Ah, d'accord. Et donc, pour les permis d'études en non-conformité, vous dites que 30%, donc environ 21 000 personnes, ont fait une demande d'asile. Comme je l'ai dit auparavant, ces anciens étudiants ont fait face à une vérification des antécédents. Donc, aucun est lié à une organisation terroriste. Excusez-moi, Monsieur Ho, c'est tout pour vous. 5 minutes pour Monsieur Généraux. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre, d'être ici. Je vais mettre également ma minuterie. Donc, Madame la Ministre, je suis nouveau ici au comité, mais j'aimerais mieux comprendre les chiffres que vous avez donnés. Donc, 153 000 de cas de non-conformité avaient été mentionnés dans le rapport. 78% ont déjà été
traités, donc ils ont été donc confirmés comme étant en cas de conformité. Nous espérons que vous ou M. Gallivan peuvent nous dire qu'est-ce qui a été fait concrètement. Donc, nous avons soumis un plan d'action de gestion. C'est un document public qui entre en œuvre dès maintenant jusqu'à la fin de 2026. Nous allons mettre en place des mesures qui nous permettront de faire un meilleur suivi, également de mieux suivre les visas qui ont expiré. Il y aura des systèmes d'alerte qui vont être créés pour qu'il y ait des notifications dans les dossiers concernés. Nous allons aussi améliorer les processus à l'interne. C'est quelque chose qui a déjà été commencé et il y a des réunions qui ont lieu. Et ça, ce n'est pas seulement pour les demandes de visa étudiants. Ce sera appliqué pour toutes les demandes de permis de séjour. Et la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada va recevoir des informations sur les personnes qui n'ont pas demandé de prolongation ou qui n'ont pas fait une demande de résidence permanente. Et bien sûr, s'il y a une demande de résidence permanente qui est faite, il y a une vérification supplémentaire. On va aussi mettre en place des lignes directrices pour la représentation et on va aussi sensibiliser les agents à la fraude et nous allons optimiser les outils qui sont à notre disposition. Et comme je mentionnais plus tôt, donc on va aussi vérifier la mauvaise représentation. Et nous allons accroître la collaboration avec la SFC et avec les différents instituts d'enseignement. Nous allons travailler main dans la main avec les provinces et territoires lorsqu'il s'agit de l'admission des étudiants. Car ce sont donc ces parties prenantes-là qui déterminent où vont les étudiants. Ce n'est pas l'IRCC qui détermine cela, mais les instituts d'enseignement donc jouent également un rôle. Nous allons également mener des enquêtes sur les prolongations de permis d'études, surtout pour les profils au risque. Et en amont, nous allons donc faire cela comme ça a été fait pour le volet direct pour les études. Nous allons nous assurer qu'il y aura une meilleure gestion, un meilleur suivi et un meilleur contrôle du système. Donc, pour revenir à la question de mes amis qui sont assis à ma droite, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de système d'entrée pour surveiller les entrées et sorties? Depuis que le Canada a été établi, ça fait des générations que des immigrants viennent ici pour bâtir ce pays. Et beaucoup de personnes ici autour de la table sont soit des immigrants, soit des enfants ou petits-enfants d'immigrants. Ce pays a été bâti par des immigrants. Il est bâti pour les Canadiens et nous voulons continuer d'assurer cela. Le système s'est agrandi, surtout pendant la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui venaient au pays parce que le système leur permettait de venir et répondait aux critères d'admissibilité. Il n'y avait pas de plafond pour les différents volets, que ce soit études, travailleurs temporaires et autres. Ça a été mis en place en 2024 et c'est pour cela que depuis, on voit une baisse des travailleurs temporaires et des étudiants. Cela crée un choc pour le système. Et donc, il y a beaucoup de choses en place pour façonner. Merci, M. Deschênes, de m'inviter. Merci, Madame la Présidente. Madame Diab, parlons des 800 permis d'études qui ont été octroyés selon la vérificatrice générale sur la base de renseignements soit frauduleux ou soit inexacts. Vous avez mentionné tantôt qu'une note sera mise à leur dossier.
Donc, est-ce que je dois comprendre que vous avez bien identifié ces 800 personnes? Ok. Oui, mon sous-ministre ici est aussi en affirmative. On a identifié ces individus. Et donc, pour chacun de ces individus, il y a une note qui est mise au dossier. Ce que la vérificatrice générale nous indique, c'est que la plupart de ces 800 personnes ont obtenu d'autres permis d'immigration par la suite. Alors, qu'est-ce qui leur arrive à ces personnes-là, là, à part une note au dossier? Est-ce qu'il y a des sanctions? Oui, c'est la question importante. Alors, dans ces dossiers, il y aura enquête pour soit annuler ou recommander une annulation, selon le cas échéant, de leur statut au Canada. Puis, si leur statut est cancellé, annulé, bien, ce serait une procédure de renvoi pour ces individus. Et aussi, pour nous, c'est d'apprendre de ces scénarios, de mieux ajuster quand on donne des permis, pour mieux cibler ce genre de scénario dans le futur. Alors, je pense que notre témoignage est que dans 100% des cas, il y aura un suivi pour enquêter, annuler des permis ou recommander une annulation si ce n'est pas de nos autorités et des renvois. Et combien de temps vous donnez pour terminer l'analyse de ces 800 cas? Je peux pas... C'est d'ici jusqu'à la fin de 2026. La fin de 2006 pour entamer toutes les enquêtes. S'il y a un individu qui est difficile à trouver, on se comprend que ça va peut-être durer plus longtemps, mais l'engagement, c'est de prendre une décision d'ici 2026 sur tous les dossiers. Merci. Merci, M. Deschênes. Merci, Minister and Mr. Gallivan. Next, we have 5 minutes. Ensuite, 5 minutes pour Mme Rampo-Garner. Merci. J'aimerais résumer vos réponses. Donc, sur les 800 cas de fraude qui étaient mentionnés dans le rapport, vous ne savez pas où se trouvent ces personnes? Nous les avons identifiées. Mais où se trouvent ces personnes? Je n'ai pas cette information ici. Donc, vous ne savez pas. Vous ne savez même pas, vous ne savez pas est-ce qu'ils sont ici au Canada ou non. Oui, les 800 cas, ces personnes sont au Canada. Donc, vous ne les avez pas expulsés. Et donc, oui, vous n'avez pas de système de suivi pour les entrées et les sorties du pays. C'est bien ça. Le système est en train d'être développé. Comme je l'ai dit, ça date de 1867, cet état de fait-là. Et oui, mais en fait, on ne parle pas de système de suivi des entrées, mais des sorties ici. Vous avez dit aussi qu'avant 2024, il n'y avait pas de plafonnement pour les entrées. Ce que j'ai dit, c'est que le système canadien n'avait pas de plafonnement pour les demandes de séjour temporaire. Alors, pour être clair, est-ce que pour les instituts qui délivrent des permis alors qu'il y a des cas de fraude, est-ce que vous avez mis en place des mesures pour empêcher ces instituts-là d'accepter d'autres institutions? Oui, mais ça, c'était déjà en place avant même que j'arrive à mon poste de ministre. Alors moi, j'étais par le passé ministre donc, du Travail et de l'Éducation. Mais moi, j'aimerais vous parler donc de votre poste actuel. Combien d'instituts d'enseignement ont eu une licence révoquée? Alors, il y a eu un certain nombre d'instituts qui ne sont plus en conformité et qui n'ont plus la possibilité de délivrer donc, des permis. The question of the light touch. Mon collègue a mentionné l'approche souple. Il n'y a pas... cela n'existe pas de la façon que vous le décrivez. Nous avons plusieurs systèmes en place afin de traiter ces demandes. Vous avez dit que 14% des cas de fraude qui ont été identifiés par la vérificatrice générale, c'est environ 21 400 personnes selon mes calculs. Est-ce que c'est le bon chiffre qui aurait demandé de demande d'asile? Savez-vous combien ça coûte aux contribuables en termes de services sociaux pour les gens qui sont arrivés ici et ont fait une demande d'asile?
C'est exactement la raison pour laquelle nous avons déposé le projet de loi C12 pour mettre fin à cette pratique, parce que ce n'est pas la façon d'arriver au Canada en tant qu'immigrant. Mais vous ne savez toujours pas où se trouvent ces personnes, et vous ne savez pas si ces personnes ont quitté le pays. Pour ceux qui ont fait des demandes d'asile, le Canada les connaît. Voilà ma question alors. Il y a beaucoup de problèmes avec le système, beaucoup de trous. Et vous préparez à donner 215 000 nouveaux permis pour des étudiants ou des résidents temporaires. Alors pourquoi émettre autant de permis alors que vous avez de la difficulté à retracer les gens dont le permis est expiré? Nos entreprises, nos communautés ont besoin de travailleurs temporaires pour différents secteurs de l'économie. Et nous avons un bon système. Nous savons que les gens arrivent, qu'il y a des vérifications de sécurité qui sont faites. Tout ce que je me demande, c'est si vous n'êtes pas en mesure de localiser les gens qui ne doivent pas être ici, pourquoi émettre de nouveaux permis et potentiellement retirer des emplois des Canadiens et Canadiennes? Vous savez, la situation est mauvaise. Ça a été souligné par plusieurs médias. Est-ce que le premier ministre vous a appelé pour discuter la mise en place rapide de certaines mesures que vous avez mentionnées, étant donné que vous donnez 215 000 nouveaux permis? Est-ce qu'il a appelé votre bureau et a dit qu'est-ce qui se passe? Je rencontre constamment le premier ministre lorsqu'on met en place notre plan, lorsqu'on élabore notre plan. Nous avons des discussions constamment. Je rencontre le premier ministre de façon hebdomadaire. Est-ce qu'il vous a parlé du rapport de la vérificatrice générale et de la mise en place de ces nouvelles mesures? C'est exactement ce que l'on fait. Oui, mais vous a-t-il rencontré à cet effet et vous a demandé de le faire? Comme je l'ai mentionné, je rencontre le premier ministre, on se rencontre hebdomadairement. Alors il a confiance, c'est ce que vous dites? J'ai confiance envers les Canadiens et Canadiennes et je crois que les Canadiens et Canadiennes font confiance à ce gouvernement. Merci, Madame la ministre, merci, Madame Rumpel-Garner. Monsieur Nathilien Joseph, c'est à vous. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre, Monsieur le Sous-ministre, bonjour tout le monde qui est autour de la table. Et on sait très bien que le rapport du BVG est préoccupant, mais votre travail acharné a porté fruit. Félicitations, Madame la Ministre, continuez votre bon travail. Madame la Ministre, au Québec, nous avons des besoins distincts en matière d'immigration, surtout lorsqu'on parle des travailleurs qualifiés en région. En mars dernier, notre gouvernement en a fait preuve de souplesse que le Québec en avait besoin. Pouvez-vous nous détailler comment ces mesures temporaires aideront nos entreprises québécoises? Merci beaucoup, Monsieur Joseph, et bienvenue sur ce comité qui est très important et crucial pour l'économie du Canada, partout du Canada. Concernant le Québec, nous travaillons étroitement avec mes homologues de Québec, mais aussi avec tous les députés qui représentent Québec. J'ai voyagé partout au Canada et ici, aussi à Québec. Nous comprenons qu'il y a, on a aussi l'accord de Canada-Québec, où le Québec a beaucoup de responsabilités vis-à-vis de l'immigration. Mais concernant les collaborations avec le gouvernement de Québec, c'est pour sa raison on a introduit une mesure temporaire qui permettra à un nombre ciblé de travailleurs étrangers de prolonger leur permis de travail et de contribuer à l'économie québécoise. Comme je vous dis, on a travaillé beaucoup avec le gouvernement de Québec et le ministre responsable pour l'immigration, mais aussi avec le lieutenant de Québec ici au gouvernement. Mais aussi avec, j'ai fait une table ronde avec beaucoup des entreprises et à Québec. Et on a entendu très bien que ça c'était nécessaire. C'était une mesure exceptionnelle, mais c'était limité
réservé aux travailleurs étrangers temporaires qui comblent des pénuries, comme vous avez dit, de main-d'œuvre essentielle dans les secteurs clés avec lesquels les employeurs ont indiqué vouloir travailler à long terme. Alors, on va continuer à l'écoute et on va continuer à travailler avec le gouvernement de Québec, mais aussi avec vous, avec vos employeurs, avec les citoyennes aussi. Et je vous invite à me communiquer si vous avez des besoins dans vos régions aussi. Merci, Madame la ministre, mais je dois vous assurer que cela fait un très grand bien à nos entreprises québécoises. Je comprends qu'une partie des étudiants ciblés dans les rapports du BVG fait une demande d'asile. Comme vous le savez, le nombre de demandeurs d'asile est un enjeu crucial au Québec. Pouvez-vous nous expliquer les tendances qu'on a vues ces dernières années au sujet des demandes d'asile, surtout chez nous au Québec? Oui, bien sûr. Permettez-moi que mon sous-ministre vous explique un peu. Si on regarde sur les 2 années qui viennent de passer, le nombre de demandes d'asile est réduit d'à peu près 75% dans les 70%. Alors, il y a une forte réduction Il reste du une nombre minute. de nouveaux arrivés. Par contre, il y a ceux qui sont déjà arrivés. Et est-ce que le système au Québec peut toutes les accommoder? Est-ce qu'il y a d'autres juridictions qui seraient peut-être intéressées? Alors, il demeure la question de ceux qui sont déjà arrivés. C'est bon, Madame la Présidente. Si je peux poser 45 secondes, si je peux poser une dernière question. C'est très important parce qu'on sait que Madame la ministre a fait un travail extraordinaire pour renverser cette tendance. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a été mis l'avant comme politique afin de renverser cette tendance? Mais je dirais le protocole sur le tiers pays sûr est un exemple. Le projet de loi C12 c'est un autre. Alors, je pense que c'est une question de Canada de s'équiper avec les législations, les régulations qui seraient nécessaires pour démontrer un contrôle, puis ensuite les mettre en œuvre. Merci, Monsieur Joseph. Thank you, Mr. Gallivan. Next, we go for 5 minutes with 5 minutes pour M. Redekop, qui va partager son temps avec M. Davies. Et ensuite, nous terminerons. Merci. Madame la ministre, je ne comprends toujours pas ce processus de traitement simplifié. Le ministère ne semble pas mettre beaucoup d'efforts dans le procédé normal. Est-ce que votre ministère a éliminé ce processus de traitement simplifié? Il y a 2 procédés qui se produisent. On parle du volet étudiant ou est-ce qu'on parle de la commission du statut du réfugié, de l'immigration et du statut du réfugié? Pour les gardiens de la Révolution, en fait, il y a 2 volets de ce processus de traitement. Il y a celui des... D'accord, mais sur le processus, la ministre a mentionné qu'une fois qu'un dossier a été réévalué, ça a quand même été appliqué à un système de traitement simplifié. En termes de précision, il y a un autre procédé qui a été décrit, c'était de renouvellement. Donc, lorsque quelqu'un est un étudiant pendant 2 ans, il y a une absence de vérification de statut financier. Alors, le ministère prenait la responsabilité, tout particulièrement pour ceux qui sont venus dans le volet étudiant au départ, ont un plus haut risque. Lorsque l'on renouvelle ces visas, là, il faut vérifier le statut financier. Alors, il n'y a plus d'étapes simplifiées à votre ministère. Ceux qui n'ont pas été décrites se produisent toujours. Alors, c'est ce qui se passe. Rappel au règlement, M. Fred Scatos. Le sous-ministre tentait de donner une réponse complète et il a été interrompu. Je veux bien entendre la réponse, mais quel est l'autre processus de traitement simplifié? C'est celui de la CISR qui a suspendu ce processus, qui fait maintenant l'objet d'un examen. C'était donc le 3e programme que je connaissais, qui était décrit comme un traitement simplifié.
Pouvez-vous vérifier qu'il y a un autre volet qui fait l'objet d'un traitement simplifié? Peut-être que d'autres personnes diraient que c'est simplifié. Moi, personnellement, ce n'est pas le cas, Madame la Présidente. Je vais donner le reste du temps à mon collègue, M. Davies. Monsieur Davies, vous avez 2 minutes, 2 minutes 30. Vous m'avez dit plusieurs fois, Madame la Ministre, que IRCC ne paie pas pour des chambres d'hôtel. Vous l'avez réitéré aujourd'hui. Croyez-vous que les municipalités devraient utiliser de l'argent des contribuables pour acheter des biens immobiliers? Est-ce que ce n'est pas une façon détournée de dépenser l'argent des contribuables pour loger des demandeurs d'asile? J'ai dit cela en effet, et c'est la vérité. Un système était en place où des hôtels ont été utilisés pour les demandeurs d'asile. Mais c'est toujours le cas, Madame la Ministre. Plutôt que de l'utiliser directement, vous envoyez l'argent aux municipalités. Y a-t-il une contribution rattachée à tout ça? Oui, absolument. Et est-ce que ça leur permet d'acheter un bien immobilier avec l'argent des contribuables? Il y a un accord, évidemment, il y a un accord. Et ça leur permet d'acheter un bien immobilier avec l'argent des contribuables pour loger des demandeurs d'asile. Pas pour les demandeurs d'asile, non. Pour loger la population. La population? Quelle population? Monsieur Gallivan, vous voulez parler? J'ai demandé à RCC de me dire quels instruments doivent être modifiés pour répondre à cette question. Alors, j'aimerais savoir comment inclure une interdiction. J'ai eu des discussions. Maintenant, j'ai demandé de mettre en place une règle contre ces achats. La ministre parle de la population. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire. Mais allons au-delà. Vous avez permis de transférer de l'argent des contribuables aux municipalités pour loger des demandeurs d'asile, de ce que je crois. Lorsque vous vendrez l'édifice, qui en profitera? Est-ce que ce sera les contribuables? Est-ce qu'il y a un intérêt sur ces biens immobiliers qui sont achetés par les municipalités? Est-ce que c'était de l'argent gratuit une fois que le programme est terminé? Encore une fois. Mais je parle de l'achat de biens immobiliers. Une fois que ces biens immobiliers seront vendus, qui recevra cet argent? L'argent a été transféré aux municipalités, encore une fois, pour des coûts de logement. Mais lorsqu'on n'utilisera plus ces biens immobiliers et on les vendra, qui prendra cet argent? Nous allons vérifier l'accord. Merci, M. Davies. Merci, Madame la Ministre. Merci, M. Gallivan. Madame Sodi, vous avez 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre et Monsieur le Sous-ministre, il y a eu des mentions du traitement simplifié. Alors, pour vous deux, pourriez-vous me donner la possibilité de clarifier ce système? Ce n'est pas un terme que j'utilise personnellement. Le terme qui a été utilisé dans le rapport de la vérificatrice générale en lien avec le volet d'accès direct des étudiants a été éliminé il y a déjà quelque temps. Et ça, c'était avant que je prenne mes fonctions. Ça a été éliminé pour renforcer le système avant même la complétion de ce rapport. Est-ce que le sous-ministre voudrait bien parler du deuxième volet qui est décrit comme faisant l'objet d'un processus de traitement simplifié? Il y avait le volet d'accès direct des étudiants. C'était qui permettait d'accepter certains étudiants de certains pays reconnus comme sécuritaires. L'Iran n'en faisait pas partie. Pour l'accès étudiant direct, qu'est-ce qu'on fait maintenant que le programme n'existe plus avec les gens qui ont utilisé ce volet? Alors, il y a eu des questions de la vérificatrice générale pour ces étudiants dont le permis a été prolongé. On fait des vérifications de leurs données financières, une vérification rigoureuse. Nous faisons un examen plus approfondi du renouvellement des étudiants qui ont utilisé ce volet pour venir ici. Alors, ils auraient un profil à plus haut risque. Nous faisons donc un bon travail pour nous assurer d'évaluer le cas de ces étudiants. Merci.
Pour le modèle d'attribution provinciale, la vérificatrice générale reconnaît que le ministère reconnaît que les plus petites provinces sont affectées de façon disproportionnée par la réforme au programme des étudiants étrangers. Le gouvernement a agi en fournissant une augmentation des attributions et a mis à jour le programme pour 2025 pour chaque province pour qu'elle ait un chiffre personnalisé. Alors, pouvez-vous parler de cette modification au programme et la façon dont on le mettra en place en comparaison avec le programme de 2024 et comment est-ce qu'on tiendra compte des besoins spécifiques aux petites provinces? Le ministère travaille de près avec les provinces et territoires lorsque l'on attribue les chiffres, les nombres. Donc, nous avons un chiffre global pour le Canada au complet. C'est ensuite divisé parmi les provinces et les territoires. Il y a une grande collaboration entre les provinces et territoires qui prennent ensuite la décision de la façon et à qui attribuer les chiffres selon les différents établissements, les universités, collèges et autres établissements d'éducation postsecondaire. Ce que l'on voit, et j'ai rencontré beaucoup de collèges et universités, leurs représentants, il y a une grande volatilité dans le système depuis 2024. Il y a eu beaucoup de changements qui ont affecté le nombre de personnes qui peuvent être recrutées, étant donné leur situation financière. Encore une fois, c'est une compétence provinciale territoriale. Toutefois, le gouvernement fédéral est présent, tout comme mon ministère, pour les aider dans leur mission de recrutement international. On les aide aussi avec l'immigration francophone. Et nous nous assurons que le Canada garde sa réputation à l'international pour attirer les plus grands talents. Nous avons aussi traité les cas d'étudiants en doctorat en 14 jours. C'est excellent, car nous recherchons les talents internationaux. Ça fait partie de l'initiative que nous avons mise en place au cours des derniers mois. Même chose avec les chercheurs qui se tournent vers nos établissements afin de faire croître l'économie de notre pays. Merci. Merci, Mme Soli. Cela conclut notre première heure. Rappel au règlement.